Hola guripas, seguimos de visita en el Museo La Percée du Bocage. Tras descubrir todo lo relacionado con la Operación Blue Coat, hoy conoceremos a la persona detrás del nacimiento de este museo, el señor Jean Menard. Para comprender qué llevó a este vecino de Saint-Martin a iniciar este proyecto, debemos remontarnos a los años de la guerra, una experiencia que lleva grabada en su memoria. J'y ai connu l'occupation, puisque ma mère était institutrice au groupe scolaire, et les Allemands occupaient le groupe scolaire et même une partie de notre logement. Alors on peut dire qu'on a vécu l'occupation totalement, avec le bruit, l'odeur, enfin tout ce qui fait l'attrait d'une armée. Alors mon père était prisonnier, il a été fait prisonnier en 1940. Il est resté 5 ans en Allemagne. Alors la situation, il y a eu des situations plus catastrophiques, mais enfin c'était déjà pas agréable. Plus les restrictions, enfin bref, on a vraiment vécu l'occupation totalement. Est arrivée l'époque de la libération. Alors, j'étais jeune, j'avais 13 ans, et les adultes parlaient toujours de la libération, et quand est-ce qu'ils viendront, et viendront-ils bientôt nous libérer. Enfin bref, tout le monde espérait le débarquement, mais en même temps, tout le monde le redoutait un peu si ça se passait chez nous. Et un beau jour, on a entendu une nuit des bruits comme des bruits d'orage, là, qu'on durait toute la nuit. Tout le monde s'est inquiété, s'est dit c'est pas normal, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, c'était le débarquement. J'ai un souvenir de cette période-là. Le jour du 6 juin, le temps était très bas, très couvert, les nuages étaient très, très nombreux, et les avions volaient très bas, et ils étaient tellement nombreux et si bas que l'air vibrait. On sentait l'air qui vibrait par les passages de groupes d'avions. Alors à ce moment-là, il y a eu d'abord des tracts de lancer beaucoup qui disaient quittez cette ville ou quittez ce village à cause des combats, surtout à proximité des voies de communication. On a compris que ça allait quand même être sérieux. Alors il y a quand même pas mal de gens qui sont partis, et avec ma mère et mon jeune frère, nous sommes partis à Brémois, chez un grand-père à Brémois. Alors on a changé 3-4 fois de place, et finalement on a été libéré à Ménil-aux-Joufs par la 43e division d'infanterie. Et aussitôt la libération, pendant que les combats continuaient encore pour le Mont-Pinçon, on a demandé aux Anglais qui nous avaient libérés, qui occupaient la ferme où on était, puisque c'était chez un oncle qui avait une grande ferme, et si on pouvait revenir chez nous. Au début, ils ne voulaient pas, parce qu'il y avait encore du danger de contre-attaque allemande. Et puis quand même, au bout de 3-4 jours, ils nous ont dit qu'on pouvait rentrer, et ils ont mis à notre disposition un petit camion pour ramener le peu d'affaires qu'on avait, et ils nous ont ramené à Saint-Martin. ¿Y se acuerda del primer soldado aliado que vio? On était tellement enchantés d'être libérés que le contact était fabuleux. Alors quand ils sont arrivés, c'était un bataillon d'artillerie qui s'est installé là. Ils sont installés les canons autour de la ferme. Alors là, ils nous ont donné des tas de choses dont on était privés depuis si longtemps, des raisins secs, du ravitaillement, enfin là c'était la joie, c'était la fête. Hein, c'était après les obus et les bombes et puis tout ça. Là c'était formidable. Et puis alors on découvrait tout ce matériel en quantité. Là. On en était encore aux chevaux et aux carrioles à cette époque-là dans les campagnes. Mais c'était festif, hein, c'était superbe. Oui. C'était un énorme soulagement. Pero la guerra continuaba. La guerre continue, mais pour nous, elle était finie. Pour nous, la guerre a continué, oui, par la suite. On s'y intéressait aussi, surtout que mon père était prisonnier en Allemagne. Hein, mais enfin, pour nous, c'était terminé. On allait pouvoir rentrer dans nos ruines et redémarrer. Ouais. Aunque la victoria aliada liberó a los normandos de la ocupación alemana, el precio pagado por la población civil fue muy alto. Las cifras hablan de en torno a los 20.000 civiles muertos, a los que habría que sumarles, siendo esta una región tradicionalmente agraria, más de 100.000 animales muertos. Contrariamente a lo que podría pensarse, la mayor parte de estas bajas no se debieron a la represión alemana o al fuego cruzado durante los combates, sino por las bombas aliadas. Contando con un dominio casi completo del aire, los aliados trataron de dañar el mayor número posible de nudos de comunicación
para evitar que los alemanes organizasen contraataques, pero muchas de estas carreteras y vías de tren atravesaban poblaciones. En la época no existía la conciencia de hoy en día sobre los daños colaterales, y se asumió como inevitables las bajas civiles. Tampoco ayudaba el hecho de que los bombardeos no eran muy precisos, por lo que era necesario soltar un gran número de bombas para asegurar los objetivos militares. Como consecuencia, fueron muchas las poblaciones destruidas por fuego amigo. De entre todas ellas destaca Saint-Lô, que fue prácticamente reducida a escombros, y pasaría a la historia con el sobrenombre de la capital de las ruinas. Parce que quand on est rentré, bon, tout était démoli, mais enfin ça c'était pas bien grave. Mais ce qui nous a surtout surpris, c'était toutes ces tombes. Il y avait dans le village, là, autour du village, il y avait une trentaine de tombes allemandes et de tombes anglaises. On avait décidé, les plus jeunes, d'entretenir les tombes. D'entretenir les tombes anglaises. Et moi j'entretenais 2 tombes qui étaient sur la route de Caumont. Et je me posais la question à ce moment-là de voir des jeunes gars de 21 à 22 ans, de penser qu'il y avait quand même en Angleterre, là-bas, je dis là-bas parce qu'à cette époque-là, l'Angleterre c'était l'autre bout du monde, hein. Il n'y avait pas les communications qu'il y a aujourd'hui. Hein. Des gars qui étaient venus de si loin là-bas, se faire tuer là chez nous pour nous libérer, et c'était autant de familles qui étaient restés là-bas en Angleterre, qui avaient perdu un des leurs pour notre libération. Ça m'avait beaucoup bouleversé. Et depuis cette époque-là, j'avais toujours pensé qu'un jour j'essayerais de retrouver les camarades de ces gars-là, pour savoir lesquels, comme on n'était pas là, je voulais savoir lesquels avaient combattu chez nous, qui avait libéré notre village. Alors, une petite anecdote au passage, un jour qu'on avait fait une émission dans une station de radio à Vire FM, on avait parlé un petit peu comme ça, et j'avais dit qu'on s'était arrangé pour entretenir les tombes anglaises. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi les tombes anglaises et les tombes allemandes alors ? J'ai dit, vous savez, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, parce que 15 jours avant, un Allemand, si on avait pu, on l'aurait tué, pour s'en débarrasser, pour être libéré plus vite. On n'avait pas l'intention d'entretenir et de fleurir les tombes allemandes, du tout. Il y a même des tombes allemandes qui ont été saccagées, c'était pas bien. Il y en a même qui ont été déterrés pour leur piquer leurs bottes. C'était encore plus triste. Mais bon, on entretenait, le contexte voulait qu'on entretenait les tombes anglaises, on les fleurissait, on les entretenait comme il faut, on ne s'occupait pas des tombes allemandes. J'ai fait quelques études, après ça on avait beaucoup de travail parce qu'après la libération tout était démoli, et puis je me suis marié, j'ai commencé à arranger un logement. Un jour dans la presse, dans les fin des années 70, c'était en 76 ou 77, je vois dans la presse qu'à Vassy, qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici, il y a un accueil de vétérans britanniques de la 11e division blindée. Et c'est là-bas que j'ai retrouvé les premiers vétérans. Alors j'avais un vieux registre, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'avais emporté, sur lequel j'avais relevé les noms de toutes les tombes, de tous les tués. Et je suis arrivé à Vassy dans le groupe de vétérans. Alors, je pourrais vous raconter une quantité d'anecdotes, mais on y passera la journée. J'arrive donc là-bas à Vassy, il y avait des voitures qui arrivaient, et j'étais très, très intimidé. Et j'essaie de lui baragouiner, parce que je ne parle pas anglais du tout, un mot de mauvais anglais et de français. Je lui dis, vous êtes combattant, vous êtes... Enfin, j'essaie de glisser quelques mots d'anglais entre deux. Et puis, à un moment, il me dit, mais vous êtes français ? Ben, j'ai dit oui. Il m'a dit, mais moi aussi, alors parlez français. Il me fait. Alors là, je comprenais pas du tout. Alors, il se présente rapidement, parce que c'était juste avant la cérémonie. Il se présente rapidement. Je suis Michel Morel. J'avais 17 ans. J'étais engagé dans la résistance. Je me suis engagé avec eux quand ils sont venus nous libérer. Et j'ai fait tout le reste de la campagne avec eux. Et ils m'ont nommé porte-drapeau de la division. Alors c'est pour ça que mon premier vétéran, ça a été un Français. Alors vous pensez, si j'étais heureux quand je suis revenu, j'ai dit à ma femme, j'ai dit ça y est, on a trouvé le fil conducteur pour pouvoir faire quelque chose.
Après ça, j'ai rencontré un vétéran britannique qui parlait un petit peu français, assez bien même, et je lui ai dit, je cherche les gens qui ont combattu chez nous. Voilà les soldats qui ont été tués chez nous. Est-ce que vous les connaissez? Alors je suis tombé, comme par hasard, sur un des Rifle Brigade, ceux qui ont eu tant de pertes entre le Carrefour et le Calvaire, là. Et celui qui parlait bien français, il m'a dit, venez demain à la cérémonie du Pont de Verre, c'est là où est le monument de la 11e division, près de Flers, à Saint-Georges-des-Groseilliers, près de Flers. Venez demain, je vous présenterai au général Roberts et je vous présenterai un officier, Noël Bell, qui commandait tous ces gars-là qui ont été tués, là, et un ami, David Stillman, qui a été grièvement blessé chez vous. David Stillman, qui est en photo ici d'ailleurs, là, qui était avec un de ses camarades. Et quand je lui ai fait voir mon registre, c'est que je lui ai dit, avez-vous connu tous ces gens-là qui ont été tués chez nous? Et il me dit oui, c'était les gars de mon peloton, quand il a été grièvement blessé. Et il a pris mon registre, il l'a serré très fort contre lui, et j'en suis encore tout ému. Et il m'a dit, c'est très émotionnel. Et je crois que c'est lui qui a été le déclic. Il dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces gens-là. Y vaya si hizo algo. Ahora Jean contaba con el respaldo de veteranos de la 11 División Acorazada Británica, la misma unidad que liberó su pueblo natal el 31 de julio de 1944. De entre ellos, Jean hizo amistad con el segundo teniente David Stillman y su superior, el mayor Noel Bell, comandante de la Compañía G del 8º Batallón de Fusileros de la 29 Brigada Acorazada. Pues bien, guripas, Jean había madurado la idea durante décadas y ahora llegaba el momento de pasar a la acción. Fue así como en 1981 logró organizar en Saint-Martin una reunión de veteranos de la 11 División, la primera de muchas. Pour l'organisation de cet accueil, j'avais réalisé dans une salle de classe une petite exposition, c'est-à-dire une petite fresque qui faisait le tour de la classe, un peu à l'identique de ce qu'on a fait par la suite. C'est ma femme qui dessine assez bien, là, qui avait dessiné les villages. Et au centre, un petit diorama. Un petit diorama, mais tout simple, qui représentait un peu la configuration des combats du village. Alors mes deux fils, l'aîné en particulier, se sont mis à fabriquer des maquettes. Toutes les maquettes qui sont ici ont été montées par mes deux gars. Alors au début, ils étaient heureux parce que quand j'allais à Caen chercher de la marchandise, papa, tu nous rapportes des maquettes. Je vous garantis qu'au bout d'un mois ou deux, tu nous ramènes plus de maquettes. J'en avais assez. Hein. Il y en a, je sais pas quoi, une soixantaine de maquettes là. ¿Y se imaginaba usted que llegara a hacer un museo como este? Non, absolument pas. J'avais organisé cette petite exposition là pour remercier les Anglais, pour voir qu'on s'intéressait à eux. Mais alors ils ont été très surpris parce qu'ils ont découvert des photos qu'ils ne connaissaient pas du tout, des photos d'eux qu'ils ignoraient totalement. Alors par la suite, en 93, il y a eu la création de l'espace historique sur toute la basse Normandie. Alors, les musées se sont intégrés à l'espace historique. Moi, je pensais que notre malheureux petit musée allait être éliminé. Mais contrairement à ce que je pensais, ils ont trouvé que le thème, on était le seul musée qui avait pour thème l'histoire des hommes. Et ils ont trouvé qu'on avait un musée qui était très pédagogique et on a été inclus à l'espace historique. Alors c'est à ce moment-là que le conseiller général de l'époque, qui était très dynamique, a dit il faut profiter des subventions de ce moment-là pour le 50e anniversaire. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait construire le bâtiment et qu'on a réinstallé, qu'on a construit tout ce qui est à l'intérieur, on a réinstallé tout ce qui existe maintenant, les vitrines. Enfin, on n'a pas tout fait d'un coup. Il y en a eu une grande partie de faite en 94 et puis le grenier, là, ça a été fait après. Les souvenirs des vétérans, ça a été fait 1 an ou 2 après. Enfin, petit à petit, on a réussi à constituer tout l'ensemble. Bueno, Jean, muchas gracias. Ha sido un placer escucharle. Je vous remercie. Et c'est pour moi un grand plaisir d'accompagner tout ce qui maintient la mémoire, le devoir de mémoire, parce qu'on n'imagine pas tout ce qu'on doit à ces gens-là.